les précédents intervenants, Madame l'ambassadrice, Monsieur le ministre, Daniel Lévy, je ne répéterai pas ce qui a été dit et ce qui a été bien dit, posant un certain nombre de conditions, de facteurs qui peuvent peser sur le réveil de la diplomatie et nous engager dans le chemin des négociations. Je me permettrai de rappeler, pour commencer, que la fabrique de la diplomatie suppose même, avant son exercice, deux conditions préalables qui fondent sa crédibilité et, au-delà de sa crédibilité, qui fondent notre humanité. La première condition préalable, c'est la capacité à nommer, à dire le réel. Et force est de constater que, face à la situation de Gaza, d'aucuns pourraient d'ailleurs faire le même constat sur la situation de l'Ukraine, nous sommes loin d'être capables de nommer ce qui se passe au quotidien. La nomination, d'ailleurs, est tellement insupportable que pour la diplomatie, elle est un exercice d'une cruauté inouïe. Il y a une deuxième étape dans la fabrique d'une diplomatie. C'est la responsabilité de protéger. Et nous sommes en faillite sur la capacité à nommer et nous sommes en faillite sur la capacité à protéger. Et quand je dis faillite, c'est une faillite partagée par les États de la région, par les États européens, et Dieu sait si leur responsabilité est grande vis-à-vis du Proche-Orient, bien sûr par les plus grandes puissances, à commencer par la plus grande d'entre elles, les États-Unis. Et ce n'est qu'après avoir nommé, ce n'est qu'après avoir protégé, et donc en l'occurrence, l'urgence des choses doit nous conduire à apporter une réponse d'humanité à ceux qui, tous les jours, toutes les heures, meurent à Gaza. Il y a un chiffre terrifiant qui a été donné hier par le Guardian et qui n'est pas contestable puisqu'il vient de la direction du renseignement militaire israélien. 83% de civils tués et en grande majorité des femmes et des enfants. Tous ceux qui mettent en avant la normalité de la guerre, la tragédie contre laquelle personne ne peut rien, ainsi va la vie, ainsi va la mort, sont là devant quelque chose qui ne ressemble à aucune guerre. La guerre du Soudan, que d'aucuns ont voulu prendre en exemple, c'est par rapport à ce pourcentage de 83%, c'est 23%. Nous sommes donc dans l'exception. Et c'est par là que je voudrais commencer, parce que la diplomatie doit nommer, la diplomatie doit ouvrir les yeux sur ce qui fait l'énormité d'une tragédie. Nous sommes, à Gaza, dans la somme de tous des hyperlatifs qui s'additionnent. C'est l'hyperlatif de l'horreur, et je n'oublie pas le 7 octobre, je n'oublie pas les actes terroristes commis, barbares, les viols qui ont accompagné ces actes, et bien sûr, à partir du 7 octobre, la vengeance et l'hubris qui nous place aujourd'hui devant plus de 60 000 morts, et sans doute le compte est-il très limitatif, et devant un drame qui nous touche tous. Hyperlatif aussi quand on songe à ce qui constitue la mémoire de ce drame, et on ne peut pas ne pas faire référence, même si comparaison n'est pas raison, entre ce qui constitue la mémoire juive et ce qui constitue la mémoire palestinienne. Une fois de plus, sans comparaison, les pogroms, la Shoah et la grande catastrophe de la Nakba et de cette vie sans terre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui crée une situation à travers cette horreur très particulière sur le plan historique, parce que l'ordre international s'est construit dans l'incapacité à faire face à cette injustice d'un État qui obtient une terre, d'un peuple qui obtient une terre,
mais face à cela, d'un peuple qui, lui, reste sans terre jusqu'à aujourd'hui.